Lafcadio Hearn, le Japon. La connaissance approfondie de plusieurs langues européennes vous aiderait aussi peu à apprendre le japonais qu'à deviner le langage des habitants de Mars. Pour arriver à parler japonais comme un japonais, il faudrait renaître et renouveler les principes mêmes de son esprit. Il est possible qu'une personne née au Japon de parents européens et accoutumée dès l'enfance à l'usage du vocabulaire en conserve pour plus tard une sorte de science intuitive et parvienne ainsi à s'adapter à l'esprit des Il est possible, je reprends, qu'une personne née au Japon de parents européens et accoutumée dès l'enfance à l'usage du vocabulaire en conserve pour plus tard une sorte de science intuitive et parvienne ainsi à s'adapter à l'esprit des milieux japonais. Il existe un Anglais nommé Black, né au Japon, versé à ce point dans la langue qu'il a réussi à se faire de jolis revenus comme conteur d'histoire professionnel. Anna Shika. Mais c'est là un cas exceptionnel. Quant à la langue littéraire, elle exige un savoir beaucoup plus ardu que l'étude des milliers de caractères nécessaires au mandarin chinois. On peut affirmer à coup sûr qu'un Européen n'arrivera jamais à déchiffrer à première vue un texte littéraire, et le nombre des indigènes qui en sont capables est fort restreint. Quelques Européens, cependant, sont parvenus à lire le japonais assez bien pour que nous les admirions, mais ils n'ont pu s'instruire à ce point sans le secours de japonais. Comme l'étrangeté extérieure du Japon apparaît à qui la pénètre, pleine de beauté, l'étrangeté intérieure semble avoir son charme, le charme d'une grande force morale qui règne jusque dans la vie familière du peuple. Et les dehors si attrayants de cette vie ne manifestent pas aux yeux de l'observateur passager l'originalité profonde qui résulte de l'influence de dizaines de siècles. Seul un esprit scientifique tel que M. Percival Lowell a pu formuler immédiatement le problème qui se cache sous cette apparence. L'étranger moins doué sent tout naturellement sa sympathie qui s'éveille. Il est étonné et ravi. Il s'explique par ce qu'il a connu de la vie la plus aimable, la plus heureuse, de l'autre côté du monde, des mœurs qui le charment. Supposons qu'il ait la bonne fortune de pouvoir vivre pendant 6 mois ou 1 an dans quelque vieille ville de l'intérieur. Dès le début de son séjour, il est frappé de la bonté et de la joie visibles dans tout ce qui l'entoure, dans les relations des habitants entre eux, comme dans leurs relations avec lui-même. Il observera une aménité constante, un tact, une bonne humeur qu'il n'aura rencontrée nulle part ailleurs, sinon dans la cordialité de quelques cercles restreints. Tout le monde se salue avec des regards heureux et des mots aimables. Les visages sourient toujours. Les incidents les plus ordinaires de la vie quotidienne sont enveloppés d'un rayonnement de courtoisie, à la fois si naïve et si parfaite que, loin de sembler apprise, elle paraît jaillir directement du cœur. Quelles que soient les circonstances, chacun conserve toujours une sorte de bonne humeur. Quelles que soient les catastrophes qui puissent advenir, orages, incendies, inondations, tremblements de terre, le rire des voix qui vous souhaitent la bienvenue, le gai sourire des yeux, le gracieux salut, l'empressement des questions bienveillantes, en toute chose, le désir, j'ai perdu ma ligne pour changer.